Crime spécial, tueur impuni, revient dans un premier temps sur le terrible destin d'Isabelle et ses parents, pris en chasse un après-midi de l'été 2014. Découvrez cette incroyable affaire pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire effroyable d'une famille, abattue en pleine rue, aux yeux de tous. Un crime hors du commun, sur fond de passion amoureuse, qui va bouleverser une famille à tout jamais. Isabelle va indiquer, mais il nous poursuit, il va nous tuer, il va nous tuer, il va nous tuer, et elle répète en boucle. Nous sommes à Grand-Sainte, dans les Hauts-de-France. Cette ville portuaire de près de 23 000 habitants a connu un fort développement économique dans les années 60. Grande-Sainte, on est dans la banlieue de Dunkerque, dans le nord de la France, donc c'est une ville populaire, c'est des grandes barres d'immeubles, une ville plutôt industrielle. Dans cette commune, réputée calme et paisible, les habitants coulent des jours heureux au bord de la mer du Nord. Jusqu'à cette fin d'après-midi du 4 août 2014. Ce jour-là, une femme, Isabelle, passe un appel depuis son portable à Police Secours. Elle dit qu'elle est suivie, qu'elle est en danger de mort. Au bout du fil, la femme de 49 ans, totalement paniquée, ne cesse de hurler. Mais les policiers ne semblent pas la prendre au sérieux. Ils lui disent de se calmer, d'arrêter de crier et de se rendre au commissariat. Elle essaie alors tant bien que mal de faire comprendre à son interlocuteur l'urgence de la situation. Isabelle va indiquer, mais il nous poursuit, il va nous tuer, il va nous tuer, il va nous tuer, et elle répète en boucle. Quand soudain, des bruits sourds résonnent dans le téléphone, suivis de cris de désespoir d'Isabelle. Il semble que des coups de feu soient tirés. On entend la détonation, ce qui est aussi exceptionnel. Puis, la communication s'arrête subitement. Alors que s'est-il passé dans les rues de Grand-Sainte cet après-midi de 2014? S'agissait-il d'un canular ou les policiers ont-ils été témoins d'une agression en direct? Et surtout, Isabelle est-elle toujours en vie? À Grand-Sainte, après la fusillade, les policiers informés par plusieurs témoins arrivent sur la place du marché. Ils sont alors horrifiés par ce qu'ils découvrent. Il s'est passé une fusillade en plein centre de cette petite ville. C'est vrai que quand on arrive sur place, les forces de l'ordre ont déjà quadrillé le secteur et on a pas mal de badauds qui sont autour pour voir ce qui se passe, pour voir la voiture criblée de balles. Et le seul cadavre qui reste sur la place. Une scène d'une violence extrême, dont le mode opératoire ouvre une première piste. À ce moment-là, on se dit que c'est peut-être un règlement de compte par rapport à un réseau de passeurs ou alors par rapport à un trafic de drogue. La famille de Cathy a été massacrée. Roland, 72 ans, le père de famille, a été abattu avec un pistolet. Dans la voiture criblée de balles, Isabelle, 49 ans, et sa mère, Marguerite, 68 ans, grièvement blessées, respirent encore. Elles sont transportées d'urgence à l'hôpital. La famille des victimes apprend la terrible nouvelle aux informations et a du mal à y croire. Donc là, c'est le cauchemar complet. Donc j'allume la télé et je reconnais la voiture de mes parents. Je reconnais le sac à main de ma sœur par terre. Enfin, c'est horrible. C'est l'enfer qui commence, quoi. Tout de suite, je me dis, c'est pas eux, quoi. Enfin,
Donc je vais voir également sur les réseaux sociaux. Effectivement, je vois la voiture, je reconnais le sac de ma cousine. Et là, je me dis, ben si, c'est eux. Peu de temps après, Cathy est avertie du décès de sa mère et de sa sœur, qui ont malheureusement succombé à leurs blessures à l'hôpital. Elles se battent, lui et leur maman meurent quand même assez vite, parce qu'il a tiré par 2 fois dans le visage de maman, donc elle est décédée 1 heure après les faits, et Isabelle est morte vers 20h, 20h30. La famille oscille entre effroi et stupéfaction, car rien ne laissait présager que ce couple de retraités pourrait être ainsi abattu en pleine rue et en pleine journée. Mes parents, ils étaient super sympas, ils étaient gentils, c'était des gens très appréciés, très discrets. C'était, je pense, la gentillesse et la discrétion. Mon père, c'était un retraité de Solac et maman, elle a été femme au foyer et ils essayaient d'avoir une retraite paisible, tranquille. Quant à Isabelle, la fille du couple, elle était en instance de divorce avec le père de ses 2 enfants de 19 et 27 ans et semblait appréciée de tous. Isabelle, c'était pareil, hein. Une personne très discrète, très très gentille en fait, très douce. Je crois que je ne l'ai jamais vue s'énerver en fait, sur tout le temps que je l'ai connue. Vraiment, vraiment sans histoire. Elle était prof, non, c'était vraiment quelqu'un de super également. Très douce, c'est ce qui me reste d'elle en fait. Alors, pourquoi cette famille, a priori sans histoire, a-t-elle été la cible d'une agression aussi violente? Qui pourrait bien leur en vouloir à ce point? Et le meurtrier sera-t-il arrêté avant de faire de nouvelles victimes? À Grand-Sainte, alors que 3 personnes viennent d'être abattues en pleine rue sans raison apparente, les enquêteurs questionnent les différents témoins qui ont assisté à la scène. Ils décrivent la voiture, ouais, ils décrivent même la personne qui est à l'intérieur, mais surtout la voiture, ouais, le type de véhicule, même la plaque d'immatriculation. Dans le même temps, une femme alerte spontanément les policiers belges. Elle vient de recevoir un appel plus qu'inquiétant et extrêmement menaçant de la part de son frère, Patrick. Et il va appeler sa sœur pour dire qu'il va venir tuer tout le monde parce qu'il est dans une famille, il a été éduqué par une famille de merde. En route vers la Belgique, pour rejoindre la maison de son ex-femme, l'homme de 49 ans confesse être l'auteur de la tuerie de Grande-Sainte. Si j'ai fait ça, c'est aussi de votre faute, et puis voilà, donc il leur a avoué son crime. Et après, il a tenté de se tuer en pendaison. Mais comme il les avait prévenus, son beau-fils est arrivé très très vite, et donc il est arrivé juste à temps pour le dépendre. Et après, la police belge vient l'interpeller et l'emmène à l'hôpital parce qu'il avait perdu connaissance. Moins de 3 heures après la tuerie, les services de police belges avertissent leurs homologues français. La description physique et le véhicule de Patrick correspondent à ceux de l'auteur de la tuerie de Grande-Sainte. Mais ce n'est pas tout. L'homme n'est autre que l'ancien compagnon d'Isabelle. Les 2 tourtereaux s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt dans la région lilloise. Elle était allée se changer les idées, elle sortait de son divorce et puis elle sortait régulièrement avec des amis et puis elle avait rencontré ce monsieur en boîte de nuit. Au début, elle a vraiment cru à une histoire d'amour. Les quelques premiers mois, franchement, elle était amoureuse. C'est ce qu'elle m'a dit. Et il l'a couvert de cadeaux. Il l'appelait sans arrêt et il lui disait qu'elle était belle. Enfin, c'était devenu son prince charmant. Elle était sur un nuage. Si Isabelle semblait amoureuse, Patrick, lui, n'avait pas fait forte impression auprès de sa belle famille. C'était une personne très rustre, très violente dans ses propos et dans sa façon de regarder, sa façon d'être. Bien qu'en couple durant de nombreuses années, avec la femme chez qui il s'était réfugié,
et père de 4 enfants, cet homme de nationalité belge semblait peiner à trouver une stabilité. Il ne travaillait pas, alors a priori quand ma sœur l'a connu, il disait qu'il travaillait dans un garage, il aurait été carrossier, mais bon, on n'a aucune preuve. Alors, comment s'expliquera Patrick quand son état de santé lui permettra d'être transféré en France et interrogé? Que s'est-il réellement passé entre lui et Isabelle? Comment leur relation a-t-elle ainsi pu virer au drame? Au commissariat de Coquelles, en attendant d'entendre Patrick arrêté en Belgique, les enquêteurs cherchent à comprendre la genèse du drame. Ils s'intéressent donc de plus près au couple que formait le suspect avec Isabelle. Après quelques mois de bonheur, leur relation aurait pris une toute autre tournure. Apparemment, il la collait beaucoup, donc elle s'est dit, oula, ça fait 3 mois, et elle lui a demandé un petit peu d'oxygène, un peu d'air. Elle voulait se séparer ou au moins se donner du temps. Et donc il a très mal pris et son instinct, ça a été de la stranguler, l'étrangler. Le lendemain, elle est venue me voir, en pleurs, donc on lui a conseillé de le quitter. Isabelle suit alors les conseils de sa famille. Mais 3 mois plus tard, aux grandes dames de ses proches, elle décide de laisser une seconde chance à son histoire avec Patrick. Et elle m'a annoncé qu'ils s'étaient remis ensemble et que voilà, ça avait été un coup de folie, qu'il s'était excusé, qu'elle le croyait, qu'elle était amoureuse de lui, qu'il était amoureux d'elle. Et ils partaient en vacances et qu'elle voulait lui rendre une chance. Le couple emménage ensuite à Vieux-Condé et se referme sur lui-même. Isabelle prend peu à peu ses distances avec ses proches, à qui elle donne de moins en moins de nouvelles. Tout laisse donc à penser qu'elle est de nouveau sous l'emprise de Patrick. On n'a plus envie justement de parler à ses parents, de parler à ses frères et ses sœurs. Donc on va être dans une situation de encore moins en parler et être encore plus tabou. Et là, le piège va se fermer une nouvelle fois. Dans l'intimité du foyer, les coups pleuvent sur Isabelle. Sous l'emprise de son compagnon, elle n'ose pas en parler. Jusqu'à ce soir, du 27 juin 2014, où Patrick la frappe une nouvelle fois et tente même de l'étrangler. Elle s'est vue mourir ce soir-là, elle m'a dit, elle n'a pas dormi la nuit. Et elle avait mal partout et c'était aussi la peur. Elle m'a dit, je me suis dit, il va me tuer et c'est l'instinct de survie qui a fait que... Elle s'est dit, il faut que j'en parle parce que si je ne dis rien, là, dans les quelques jours, je vais mourir. D'autant plus que son état alerte alors ses collègues. Tous voient les marques de strangulation sur son cou, donc les faits sont là et on ne peut pas les nier. On ne peut plus être dans le déni à ce moment-là, elle ne peut plus être dans le déni. Donc elle se décide à porter plainte contre cet homme qui est interpellé, qui est interrogé, qui est placé en garde à vue, qui est finalement relâché sous contrôle judiciaire avec interdiction de l'approcher, interdiction d'entrer en contact avec elle. Isabelle retourne alors vivre chez ses parents, à Grande-Synthe. Mais ces mesures de protection ne font pas reculer Patrick. Il a essayé de la chercher dans les environs de Valenciennes. Il connaissait quelques personnes de ma famille, donc il a été rôdé là, et il a été rôdé, j'habitais à Orchy, il a rôdé à Orchy, on l'a vu, enfin il y a des témoins qui l'ont vu. Manifestement, Patrick est à la recherche d'Isabelle. Mais après quelques jours de traque, connaissant l'adresse de ses parents, il finit par retrouver sa trace. Il la poursuit dans la rue, il est en planque devant chez elle, il lui téléphone, et ça ne s'arrête jamais. Elle est affolée, elle est allée poser 3 mains courantes et une plainte. Elle va constamment au commissariat. Le 11 juillet 2014, 3 semaines avant le drame, Isabelle se rend chez son avocate à Valenciennes. C'est alors qu'un événement terrifiant se produit. Patrick, qui l'a suivi,
essaie de la kidnapper. Heureusement, l'avocate aide ma sœur et elle lui dit vous êtes sous contrôle judiciaire, monsieur. Donc il se sauve. Et en fait, comme elle a le téléphone, elle appelle tout de suite la police. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que la police de Valenciennes ne l'interpelle pas. Rien. Malgré ses injonctions, Patrick n'est pas inquiété par la police. En revanche, il se fait plus rare aux abords du domicile des parents de son ex-compagne. Il ne les file plus. Plus un SMS, plus rien. La traque s'arrête et donc il lève la garde. Et c'est vrai que là, du coup, ma sœur, ils vont plusieurs fois. Le samedi, 2 août, ils vont. Et j'ai des gens qui m'ont dit on les a vus. Ils sont allés à la plage. Ils ont pris le soleil. Ils avaient l'air bien, ils avaient l'air détendus. Pourtant, malgré cette accalmie, Isabelle a un mauvais pressentiment. Ma sœur, par contre, me dit ce n'est pas normal. Ça lui ressemble pas. Lâcher sa proie aussi vite. Elle me dit je n'aime pas ça. Et moi, j'ai tenté de la rassurer. Je lui dis mais non, mais il a retrouvé quelqu'un d'autre. Allez, il faut passer à autre chose. Mais malheureusement, Isabelle avait vu juste. Alors, Patrick endossera-t-il la responsabilité de son crime? Exprimera-t-il des regrets? Et comment cet amoureux y conduit? A-t-il pu se muer en un tueur de sang-froid? Le 21 août 2014, après la fusillade qui a coûté la vie à Isabelle et à ses parents, Patrick est transféré en France et entendu par les enquêteurs au commissariat de Coquelles. Il a avoué tout de suite. C'est vrai qu'il a avoué tout de suite qu'il les avait tués, qu'il avait eu un coup de folie. L'homme de 49 ans revient alors sur le déroulé de cette journée meurtrière. Il se serait posté non loin du domicile des parents d'Isabelle, en attendant un mouvement. Et alors qu'il les voit partir en voiture, il les prend immédiatement en chasse. Se rendre compte que cet ex-conjoint les suit en voiture. Et alors je ne sais pas à quel moment ça bascule, à quel moment elle comprend qu'il a l'intention de mettre ses menaces à exécution, mais il les suit en voiture et il est armé. Arrivé à la hauteur de la voiture de la famille de son ex-compagne, il tire une première salve qui touche Marguerite, la mère d'Isabelle. Totalement affolé, Roland, le père de famille, accélère pour tenter de rejoindre le commissariat pendant qu'Isabelle appelle les secours. La course-poursuite se termine sur la place du marché de Grande-Sainte où la voiture d'Isabelle et de ses parents est immobilisée. Patrick arrive. Là, pour protéger sa famille, le père d'Isabelle descend. Il va dans le coffre pour aller chercher un cric et se défendre. Malheureusement, il sera abattu. Ensuite, Patrick se retourne vers son ex-compagne et tire dessus avant de prendre la fuite. Un acte d'une rare violence devant des passants apeurés. Mais face aux policiers, Patrick n'éprouve que peu de regrets. Ses explications paraissent même sidérantes. Il justifie de façon complètement irrationnelle, en disant que ma soeur l'avait quitté, que c'était une mauvaise femme. Elle s'était moquée de lui, lui il l'aimait, il n'avait pas supporté qu'on se moque de lui, qu'il perdait l'amour de sa vie. Patrick est alors mis en examen pour assassinat et incarcéré. Pour Cathy, amputée de ses 2 parents et de sa sœur, la vie ne sera plus jamais la même. D'autant plus qu'ironie du sort, leur enterrement se déroule le jour même où Patrick devait comparaître devant le tribunal de Valenciennes pour violence envers son ex-compagne. On n'est plus nous-mêmes, en fait, on est porté par le devoir. Puis aussi, on n'admet pas, 3 personnes, c'est... Je pensais tout le temps que j'allais les revoir, quoi. Vous savez, vous mettez le cerveau, on met un certain temps avant d'admettre que ça s'est vraiment passé. Mais alors qu'elle s'apprête à affronter le meurtrier de sa famille lors de son procès,
Patrick est retrouvé pendu dans sa cellule. Pour Cathy, c'est un nouveau coup dur. Je me préparais pour ce procès. Et lorsqu'on vous annonce ça, on vous dit il n'y aura pas de procès, il s'est suicidé. Et j'ai dit à quoi on laisse les gens se suicider en prison, c'est quoi ce délire, n'importe quoi. Sans accusé, la justice met un terme à la procédure pénale. Patrick restera donc impuni. Une situation difficile à accepter pour Cathy, d'autant plus qu'elle est sidérée par les différents dysfonctionnements administratifs dans cette affaire. Alors, Cathy parviendra-t-elle à honorer la mémoire de ses proches? Aura-t-elle la force de se lancer dans un long combat judiciaire? Et surtout, obtiendra-t-elle gain de cause? À Sequedin, après le suicide de Patrick et l'extinction de l'action publique, une longue bataille avec la justice s'engage pour Cathy. À la lecture de la retranscription de l'appel d'Isabelle à la police, le jour du drame, elle est abasourdie par l'inertie des forces de l'ordre. En tout le long, la police a quand même, dès le départ, une femme affolée, terrorisée, qui leur explique que quelqu'un les poursuit, tire des coups de feu sur la voiture, et il ne se passe rien. Ils ont été complètement abandonnés. Ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été traités, ils n'ont pas été protégés. On n'a rien fait pour eux. L'autre incompréhension du dossier réside dans le fait qu'Isabelle avait déposé de nombreuses plaintes et mains courantes à l'encontre de son ex-compagnon, sans que celui-ci ne soit réellement mis hors d'état de nuire. Les plaintes sont bien déposées, on les a retrouvées, mais ne remontent pas au niveau du parquet, enfin de la justice, au niveau du parquet de Valenciennes, où ils peuvent faire un lien. Et en fait, il faut savoir que les commissariats entre eux n'ont pas de système informatique, n'ont pas de réseau. Il semblerait que le lien n'ait pas été fait entre les différentes plaintes déposées par Isabelle. On dirait que cette série de dysfonctionnements est là pour arriver à ce dénouement dramatique, quelque part. Donc effectivement, première tentative de meurtre, il est placé en garde à vue puis relâché. Donc en attendant son procès, on aurait peut-être pu imaginer qu'il soit incarcéré ou éloigné, puisque ça se fait également, l'éloignement des conjoints violents dans des foyers, en tout cas plus encadrés et plus suivis. Des dysfonctionnements que Cathy a du mal à admettre. Épaulée par son avocate, elle souhaite donc porter plainte contre l'État. Je continue ce combat pour essayer de faire prendre conscience à la justice et à la police qu'ils ne font pas ce qu'il faut, qu'il y a des manquements et qu'il faut prendre plus au sérieux ces femmes qui subissent des violences et qui ont le courage de venir le dire pour justement éviter des morts pour rien, des morts gratuites. Cet événement tragique pourrait donc devenir le symbole de la non-prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. C'est ça son combat aujourd'hui. Elle veut protéger d'autres femmes parce que sa sœur ne l'a pas été. Alors aujourd'hui, effectivement, il existe des tas de mesures. Il en existait à l'époque, il en existe aujourd'hui. On peut espérer qu'aujourd'hui, elles sont peut-être un peu mieux appliquées. Des affaires comme celle-là, il y en a malheureusement très très régulièrement. Aujourd'hui, à Bouvigny, Cathy poursuit son combat, même si elle sait que cela ne fera jamais revenir ses parents et sa sœur. Elle reste déterminée à honorer leur mémoire et à faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise plus. Si déjà on arrivait à faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune femme qui meure sous les coups ou qui se fasse assassiner, et malheureusement aujourd'hui il y en a presque toutes les semaines, ce serait déjà bien. Donc si on pouvait faire converger tout le dynamisme et toutes les volontés de toutes ces femmes ou même des hommes qui, déjà sur ça, évitons les assassinats, évitons les morts, ce serait génial. Et je combattrai là-dessus jusqu'à mon dernier souffle. Je n'arrêterai jamais. Crime spécial tueur impuni
vous propose maintenant de découvrir l'effroyable histoire de Julien, un jeune homme de 26 ans, tué en pleine rue à Pontarlier. Voici cette affaire bouleversante pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Julien, un jeune père de famille de 26 ans, sauvagement tué de 17 coups de couteau. Le récit d'une enquête complexe où la personnalité du meurtrier va jouer un rôle clé. Quelqu'un d'extrêmement perturbé, de violent, qui parle beaucoup de Julien. Qui parle beaucoup de complots francs-maçons, complots dans lesquels serait impliqué Julien. Nous sommes à Pontarlier, au cœur de la Franche-Comté. Située à plus de 800 mètres d'altitude, la capitale du Haut-Doubs offre toutes les conditions d'une vie paisible. Pontarlier, on est sur une ville de 20 000 habitants qui est à proximité de la Suisse. Le maire aime à dire que c'est une ville à la campagne. C'est un petit peu ça l'idée. Autour, on a des champs, on a des vaches, on fabrique du comté. C'est agréable, Pontarlier. C'est rural aussi. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. C'est une ville aussi où il fait froid. Les gens aiment bien manger, bien boire. C'est bon vivant, c'est sympathique. Pourtant, dans la matinée du 17 octobre 2013, en pleine zone pavillonnaire, une terrible découverte va plonger la ville dans l'effroi. Il est environ 7h45 quand une lycéenne sur le chemin de son établissement distingue une scène un petit peu déjà bizarre. Il va voir un véhicule avec les portes ouvertes et un peu plus loin, une vingtaine, trentaine de mètres, le corps d'un homme allongé. Elle s'approche alors du corps et se retrouve face à une scène d'horreur. Cet homme, il présente un certain nombre de blessures, il est couvert de sang. Mais on distingue clairement que c'est un homicide et une mort violente tout de suite, c'est évident. Paniquée, l'adolescente alerte aussitôt les secours. Mais hélas, il est déjà trop tard. Les secours se rendent sur place, évidemment la personne est déjà décédée, il n'y a plus rien à faire malheureusement. Alors, que s'est-il donc passé sur ce parking? Qui est cet homme ayant trouvé la mort dans de tragiques circonstances? Et pourquoi a-t-il été tué? À Pontarlier, après la découverte du corps sans vie d'un homme sur le parking, l'antenne du SRPJ de Dijon est appelée en renfort pour procéder aux premières constatations. Le commandant Régis Millet dirige les opérations. Je pense qu'on a dû faire une centaine de prélèvements au total, entre les mégots de la voiture, les traces qu'on supposait. Enfin, oui, il y a un gros travail. Tout ce qui était aussi album photographique très important, et puis tout l'environnement de la scène de crime. Donc c'est un gros travail, ça a duré, je pense, ça a duré presque la journée. On ne laisse rien au hasard, tout est pris en compte. C'est normal puisqu'il faut vraiment fixer la scène de crime pour pouvoir travailler après dessus. Mais malheureusement pour les policiers, ils n'ont que très peu d'indices à leur disposition. La scène de crime est propre. Ce que j'appelle propre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couteau, il n'y a pas d'arme, et puis il y a très peu de sang. En réalité, il y a des gouttelettes de sang, alors que dans la voiture, il y a des projections de sang. Les enquêteurs examinent ensuite le corps de la victime. L'homme semble avoir succombé à une agression à l'arme blanche. Comme le corps est allongé sur le ventre, on voit qu'il porte un sweatshirt à capuche, et on voit dans le sweatshirt des traces des fentes dans le tissu qui correspondent à des traces de couteau. Grâce à ses papiers d'identité, la victime est rapidement identifiée. Il s'agit d'un jeune homme de 26 ans, prénommé Julien.
Les enquêteurs ont alors la lourde tâche d'annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Là, on est sous le choc, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il est mort. Il n'avait pas de soucis avec des gens, il n'avait pas d'ennemis qui auraient pu en arriver à lui prendre sa vie. Mais en fait, on est déconnecté de la réalité. On ne se rend pas compte. Je ne prends pas conscience tout de suite de ce qui se passe. Alors, afin de comprendre qui aurait pu infliger un tel supplice à Julien, les policiers s'intéressent de près à son histoire. Alors, Julien est issu d'une famille du Haut-Doubs. Ses parents habitent au Grand-Genarbot, c'est un village qui est quasiment collé à Pontarlier. Lui-même habite à Pontarlier. C'est un gamin du coin. Employé de nuit dans l'une des principales usines de la ville, Julien est très travailleur. Père d'une fillette de 3 ans, il était sur le point d'agrandir sa famille. Il aimait sa fille, plus que tout, c'était sa princesse. Il attendait avec impatience l'arrivée de son fils. Tous les week-ends, on se retrouvait manger chez mes parents. On se voyait aussi souvent une fois dans la semaine en plus. Il passait beaucoup de temps avec mes enfants. Voilà, c'était un tonton en or. Voilà, un petit frère en or, quoi. J'aurais pas pu rêver mieux. 1 an plus tôt, le père de famille s'était converti à l'islam. Il fréquentait régulièrement la mosquée qui se situe au centre-ville et c'était quelque chose d'important pour lui. À l'Institut médico-légal de Besançon, pour tenter de comprendre les circonstances du drame, une autopsie est pratiquée sur le corps de Julien. En retournant le corps, effectivement, on retrouve aussi au niveau de l'aorte une plaie assez importante avec un saignement important. L'autopsie a révélé que c'était le coup fatal. Voilà. Avec les coups portés dans le dos, ce sont ou des coups péri ou post-mortem. Voilà. D'après le médecin légiste, le meurtre a eu lieu aux alentours de 4 heures du matin et l'arme du crime serait un couteau d'au moins 10 cm de longueur. Mais ce qui retient particulièrement son attention, c'est l'acharnement et l'extrême violence dont a été victime le jeune homme. Il y a, je crois, une quinzaine de coups de couteau qui sont relevés, des quinzaines de plaies, certaines profondes, d'autres moins. Il y a également 2 lésions de défense au niveau de la main, mais la majorité de ces coups ont été portés dans le dos de la victime, dans le dos et dans le cou. Alors, pourquoi s'en être pris si sauvagement à Julien ? Qui pouvait bien en vouloir à ce jeune père de famille, a priori sans histoire? Les enquêteurs parviendront-ils à retrouver la trace de ce meurtrier? À Besançon, les enquêteurs du SRPJ n'excluent aucune piste pour expliquer la mort violente de Julien. Une mort survenue quelques heures seulement après la fin de sa nuit de travail. Les premières hypothèses sont une rencontre fortuite. La deuxième hypothèse, c'est un camarade qui le ramène du travail aussi, ou alors quelqu'un qui voit pour d'autres raisons. Les policiers procèdent alors à de nombreuses auditions. Tant les voisins que les proches de Julien, ses amis, sa famille. Et rapidement, un premier témoignage les intrigue. Il y a ce témoignage d'une passante qui rapporte avoir vu une femme assise sur le siège passager de la voiture. On est environ à 7h15, 7h20. Malheureusement, depuis sa position, la passante n'a pu voir si le corps de Julien était déjà là, et elle n'est pas en mesure d'identifier la jeune femme. Mais d'autres témoignages vont offrir une piste sérieuse aux enquêteurs. On a des témoins qui voient un individu qui se promène comme si c'était en plein jour, il se balade, qui vient à proximité de l'entreprise et qui demande à parler à quelqu'un qui doit travailler dans cette société. Il va être aperçu à de très nombreuses reprises sur un petit rayon autour de la scène de crime, je crois à 5h du matin, à 3h du matin, à 6h du matin. Et visiblement, cet homme est bien connu du voisinage. En fait, tout de suite, énormément de jeunes nous désignent un individu connu de Julien et qui assez instable, très violent.
Cet individu, que nous appellerons Tariq, est reconnu par plusieurs témoins sur des planches photographiques. Ce jeune homme de 27 ans loge chez sa mère, à Pontarlier. Pour en savoir plus, les enquêteurs interrogent les voisins. Ce fatidique matin du 17 octobre 2013, je crois qu'il est environ 5 heures du matin, il y a une voisine, donc de la mère de Tariq, qui le voit arriver, débouler au domicile. Alors, elle utilisera ces mots, elle dira qu'il avait un regard de fou, les yeux rougis, un regard de fou. Et ça, au niveau du timing, ça pourrait correspondre. L'étau se resserre sur Tariq. Les policiers se penchent donc sur son histoire. Décrit comme obsessionnel et imprévisible, le jeune homme présente un profil des plus inquiétants. Il est de nationalité française. Il est issu de la communauté turque et pose des difficultés assez rapidement. Sa première condamnation date de 2002, il était encore mineur. Voilà, il aura des démêlés avec la justice de manière relativement régulière. Il a, je crois, 1 ou 2 affaires de stupéfiants et surtout de la violence. Notamment en mai 2013, une première fois, pour le coup, un vrai passage à tabac d'un autre jeune homme au foyer culturel turc. Le mec est vraiment défiguré, je crois qu'il a 21 jours d'ITT, nez fracturé, mâchoire fracturée, quelque chose de conséquent. Des faits pour lesquels, dans l'attente de son jugement, Tariq a été placé sous contrôle judiciaire. Il est donc interdit de séjour à Pontarlier, mais n'a pas respecté cette obligation. Quelques mois plus tôt, il avait fait la rencontre de Julien à la mosquée et, d'après son entourage, il ne supportait pas sa conversion. Il était littéralement obsédé par lui. Quelqu'un d'extrêmement perturbé, de violent, qui parle beaucoup de Julien, qui parle beaucoup de complots francs-maçons, complots dans lesquels serait impliqué Julien, qui parle de la mosquée comme ayant été infiltrée par Julien, qui semble faire une fixation quand même assez surprenante sur Julien. Alors, Tariq avait-il décidé d'avoir une explication avec Julien ce soir-là? Est-il responsable de la mort violente du jeune père de famille? Et pourquoi lui en voulait-il à ce point? Le 18 octobre 2013, au lendemain de la mort de Julien, Tariq est interpellé sans difficulté au domicile de sa mère et placé en garde à vue. Les enquêteurs procèdent alors à une perquisition de l'appartement. On trouve déjà toutes ces tenues vestimentaires, et notamment des tenues vestimentaires qui avaient été signalées par les témoins. On avait une doudoune avec une capuche, c'était intéressant, quoi. Et autre chose dans la perquisition, un t-shirt bleu qui était celui que portait Tariq la veille au soir et qui est retrouvé complètement lacéré. Des découvertes accablantes pour le jeune homme, d'autant plus que sa propre mère semble croire en sa culpabilité. Elle dit que son fils était fou et qu'il était capable peut-être même de tuer. Elle avait peur pour sa propre vie. Mais pour la famille de la victime, c'est l'incompréhension. Je comprends pas le lien en fait. Je vois pas pourquoi lui, il aurait tué mon frère, il n'avait pas de problème avec lui, donc c'est vrai que c'est assez confus. Après, les amis de mon frère commencent à me dire que oui, effectivement, il avait mon frère dans le nez, il l'aimait pas. Entendu par la police judiciaire de Besançon, Tariq adopte un discours extrêmement confus. Au niveau des auditions, c'est une catastrophe parce que c'est décousu, c'est bon, il n'y a rien d'intéressant parce qu'en fait, il est incapable de suivre une conversation et de répondre à des questions normales. La pathologie fait qu'il peut être interrogé. Il peut avoir un discours. Mais son incohérence est plus liée à une non-perception du réel.
pouvez parfaitement dire à quelqu'un je suis en garde à vue parce que ce sont les francs-maçons qui ont décidé, ou d'autres, de ce placement en garde à vue. Sur les éléments très factuels, est-ce que vous étiez à tel endroit, il est capable de répondre, même si c'est avec une certaine difficulté. Au terme des 48 heures de garde à vue, Tariq ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés. Mais il est tout de même mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Seulement, le tribunal correctionnel de Besançon accède à sa requête. C'est assez exceptionnel parce que ça prend du temps, ça coûte cher, mais dès le départ, et de par la comparution de mon client, qui a une attitude à l'audience qui peut apparaître également curieuse, cette juridiction a estimé qu'il était nécessaire, voire indispensable, d'ordonner une expertise. Une décision difficile à accepter pour les parties civiles qui craignent que Tariq soit déclaré irresponsable pénalement. Dans le tribunal, il est émis l'hypothèse que ce garçon a des problèmes psychiatriques. Or, je vous rappelle qu'il a été jugé jusqu'en 2010 pleinement responsable de ses actes, y compris pour des violences sur un membre de sa famille, avec arme, sans qu'il y ait aucun problème d'irresponsabilité pénale. En attendant cette expertise, qui pourrait bien faire basculer l'avenir judiciaire de Tariq, c'est dans le recueillement que se réfugient les proches de Julien. Le 27 octobre 2013, 10 jours après la mort du jeune homme, une marche blanche est organisée dans les rues de Pontarlier. Plus de 300 personnes se réunissent pour lui rendre un dernier hommage. Le souhait de la famille, c'était une marche apaisée, digne. Ils avaient demandé aux gens de venir avec une rose blanche ou bleue, parce que c'était les couleurs de l'OM, et puis que Julien était un inconditionnel de foot et du club de Marseille. Et voilà, pendant une heure, les gens ont déambulé vraiment dans le silence, dans le recueillement. C'était une ambiance assez lourde. Et voilà, c'était un moment assez fort pour tous les proches de la victime. Alors, que vont décider les experts psychiatres? Tariq sera-t-il déclaré irresponsable de ses actes? Ou le jeune homme de 27 ans sera-t-il jugé devant une cour d'assises? En janvier 2014, 3 mois après la mort de Julien, une expertise psychiatrique de Tariq est diligentée. C'est le docteur Canterino qui s'en charge. Quand je le vois, il est hospitalisé depuis 2-3 mois. Il a un traitement très important, un traitement antipsychotique. Ce traitement l'améliore puisqu'il n'a plus d'hallucinations. En revanche, il reste tout à fait persécuté. Pour l'expert, la pathologie de Tariq est évidente. Je dirais que c'est une schizophrénie sévère qui a comme facteur péjoratif 2 éléments. C'est la réticence à se soigner et le fait que lui, ses symptômes, c'est dans le sens de la persécution et de la violence. Et le 26 février 2014, lors d'une convocation de Tariq devant le tribunal correctionnel de Besançon, le verdict tombe. Il passe devant les juges pour ces violences de mai 2013 et les juges, à la lecture des expertises psy qui ont été ordonnées, le déclarent irresponsable pénalement. Coupable, mais irresponsable pénalement. Pour la famille de Julien, le coup est rude, mais il garde espoir. Au début, j'y fais pas trop attention parce que je me dis que pour notre affaire, c'est pas possible que ça passe irresponsable. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et c'est pas possible. On peut pas tuer des gens et être irresponsable. Mais le 9 novembre 2015, 2 ans après les faits, un nouveau rebondissement intervient. À la surprise générale, Tariq demande à être entendu par la juge d'instruction. Il arrive devant le juge d'instruction et là, il raconte le meurtre de Julien. Le jeune homme passe aux aveux et tente d'expliquer les circonstances de son geste. Le soir du drame, il aurait aperçu Julien dans sa voiture sur le parking et des voix dans sa tête l'auraient poussé à se ruer sur lui.
Alors Julien doit être assis sur mon côté conducteur et Tariq s'approche par le côté passager. Il y a quelques mots qui sont échangés et puis Tariq frappe Julien une première fois sur le ventre et ensuite là pour lui ça devient un petit peu flou. Pour Tariq il bascule un petit peu dans un trou noir mais il explique qu'il a porté plusieurs coups de couteau à Julien qui tente de s'enfuir mais voilà c'était trop tard. Face à la juge, Tariq précise avoir enterré l'arme du crime mais ne plus se souvenir de l'endroit exact. Il reconnaît par ailleurs avoir porté des gants lors de l'agression et une fois rentré chez lui, avoir lacéré son t-shirt de peur qu'il ne porte des taches. Quant aux raisons qui l'auraient poussé à commettre l'irréparable, Tariq avance une explication totalement inédite. Il explique qu'il a été hospitalisé, que dans le cadre de cette hospitalisation, Julien s'est livré sur lui à des actes d'agression sexuelle, voire de viol, que ne le supportant plus, les voix qu'il entend lui ont demandé de faire justice et de tuer Julien pour se venger. Or, l'instruction démontre que ce viol n'a jamais eu lieu. Alors pourquoi Tariq a-t-il inventé cette agression ? Quelle est la vraie raison de son animosité envers Julien ? Et surtout, le jeune homme sera-t-il jugé devant une cour d'assises pour ce meurtre ou sera-t-il à nouveau déclaré irresponsable ? À la chambre de l'instruction de Besançon, le 19 octobre 2016, l'audience aux fins de déclaration d'irresponsabilité pénale s'ouvre. L'enjeu est à la fois de déterminer s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Tariq pour le meurtre de Julien et si le jeune homme présente des troubles psychiques ayant aboli son discernement au moment des faits. 3 ans après la mort du jeune père de famille, le verdict tombe. C'est terminé. Tariq est reconnu coupable des faits, mais est irresponsable pénalement. Tariq ne sera donc jamais jugé devant une cour d'assises et sera interné en hôpital psychiatrique. Les actes qu'il a commis sont forcément en lien avec son délire de persécution. J'ai dit que non seulement il fallait qu'il reste en psychiatrie, mais qu'en plus il aille dans une unité pour malades difficiles. Donc un service de psychiatrie spécialisé dans la prise en charge des patients difficiles, ce qui est une façon polie de dire des patients dangereux. Mais pour les proches de Julien, cette hospitalisation sous contrainte est loin d'être suffisante. Apparemment, il suffit d'entendre des voix pour pouvoir tuer quelqu'un. Donc, la facilité. Pour moi, c'est pas considéré comme une peine puisqu'il a déjà été interné en psychiatrie et quand il ressort, il arrête de prendre son traitement. Il l'a très bien dit au tribunal. Donc, pour moi, c'est juste le mettre un petit temps entre parenthèses. Puis, je pense que quand il ressortira, il recommencera. La sœur de Julien est d'autant plus remontée que d'après elle, un témoignage primordial a été laissé de côté par les enquêteurs. Celui de la passante ayant aperçu une femme sur le siège passager de la voiture le matin du drame. Pour moi, cette fille, c'est la clé du mystère, quoi. C'est la clé du meurtre. Si on retrouve cette fille, c'est la preuve que le coupable a une complice. Et dès l'instant où on a un complice, on a prémédité ce qui s'est passé. Et dès l'instant où il y a préméditation, l'irresponsabilité, elle saute, quoi. Et là, c'est procès et peine de prison, quoi. Accusés de négligence, les enquêteurs du SRPJ se défendent. Bien sûr, on a fait des tas de recherches, on a réentendu notre témoin à plusieurs reprises. Ça n'a pas toujours été simple, mais voilà. Donc en ce qui me concerne, je crois que je suis assez sûr de l'enquête menée par mes collaborateurs, à savoir que c'est bien notre ami qui a malheureusement tué Julien et l'agit seul dans un moment de folie pure, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Mais pour la famille, une autre question reste sans réponse. Pourquoi Tariq n'a-t-il pas été inquiété par la police alors qu'il était interdit de séjour à Pontarlier ?
Dans les 3 semaines qui précèdent le meurtre de Julien, Tariq il est contrôlé 4 fois par la police de Pontarlier, alors même qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de paraître dans cette commune. Persuadés que le meurtre de Julien aurait pu être évité, ses proches ont décidé d'intenter une action à responsabilité contre l'État pour faute lourde. J'ai besoin que l'État reconnaisse que oui, il y a eu négligence, qu'ils ont fauté, quoi, que ce mec, il était interdit, il n'avait pas à être là et que c'est inadmissible de l'avoir laissé là. J'ai bon espoir que l'action aille à terme, parce qu'on a une faute caractérisée, qu'il y a un vrai lien de causalité entre le non-respect de l'interdiction et le décès de Julien. Parce que si on fait respecter l'interdiction, Julien n'est pas tué, en tout cas pas à Pontarlier. Aujourd'hui, à Pontarlier, le souvenir de Julien est omniprésent dans le cœur de ses proches. Tout comme le mince espoir d'obtenir un jour les réponses dont ils ont tant besoin. J'ai promis à mon frère, avant qu'on ferme son cercueil, que justice elle serait faite, donc j'ai pas le choix en fait. Il y a trop de questions, je pourrais pas faire mon deuil tant que j'aurai pas les réponses et je les aurai sûrement jamais. Crime spécial, tueur impuni, vous raconte à présent l'histoire d'Amine, un jeune homme de 21 ans, tué par erreur au printemps 2004. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le terrible destin d'Amine. Un jeune homme de 21 ans, brutalement tué en pleine rue et en pleine journée, simplement parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Un crime odieux, sur fond de règlement de compte entre bandes rivales, qui brisera une famille et les poussera à mener un long combat avec la justice. En fait, on a eu véritablement le sentiment d'avoir fait un maximum de choses et malheureusement, à l'issue de ce combat, lorsque malgré tous ces éléments, on refuse un procès, on est juste à bout. Nous sommes à Paris, dans le 14e arrondissement. Situé au sud de la capitale, non loin de la tour Montparnasse, le quartier de Plaisance est résidentiel et cosmopolite. C'est un quartier vivant dans lequel on peut retrouver tout un tas de communautés différentes. On peut s'y balader à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est ce qui est à peu près de plus convivial en termes de diversité culturelle. Mais cette diversité crée parfois des discordes. Depuis des décennies, la cité brune à dominance africaine et la cité Losran, regroupant une communauté de gens du voyage sédentarisés, se livrent une guerre de territoire. Il y avait effectivement des incidents, une situation de tension qui était connue d'ailleurs par les autorités, soit de la mairie de Paris, soit les autorités du ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre. Voilà, tout le monde le savait. Et le 1er mai 2004, la situation va virer au drame, devant des passants médusés. En fin d'après-midi, au carrefour de la rue Raymond-Losran et de la rue de Gergovie, la voiture où se trouve Amine, 21 ans, et Patrice, 31 ans, se retrouvent soudainement encerclés. À ce moment-là, un groupe d'hommes, une vingtaine d'hommes, vont venir et essayer d'ouvrir les portières pour sortir les personnes dans le véhicule, et en particulier pour sortir Patrice. Et ils vont finir effectivement par réussir à sortir Patrice du véhicule. Attaqué de toutes parts, le jeune homme ne se laisse pas faire.
Il réussira à s'enfuir, mais dans le petit temps de son parcours, il est quand même attrapé par les assaillants et il reçoit un coup de couteau assez violent dans le bras. Mais il a en tout cas réussi à arriver jusqu'à l'hôpital Saint-Joseph. Son ami, lui, n'aura pas la même chance. Amine, qui est passager de cette voiture, lui sera extrait du véhicule, puis tué à quelques mètres de là, devant le bar, qui est côtoyé par les habitants de la Cité Brune. Alertés par les dizaines de témoins qui ont assisté impuissants à la scène, les policiers du 14e arrondissement arrivent rapidement sur les lieux. Mais les assaillants ont déjà pris la fuite. Alors, pourquoi une rixe aussi violente a-t-elle éclaté en plein jour dans ce quartier commerçant? Pourquoi Amine et Patrice ont-ils été pris pour cible? Les enquêteurs parviendront-ils à retrouver les agresseurs? Dans le 14e arrondissement de Paris, après l'agression mortelle qui vient de se dérouler en pleine rue, les policiers procèdent aux premières constatations sur la scène de crime. Le corps d'Amine, 21 ans, baigne dans une mare de sang. Il a été tué à l'arme blanche, mais aucun couteau n'est retrouvé sur place. En revanche, les enquêteurs relèvent quelques empreintes sur la voiture des victimes. On recueille, comme c'est toujours le cas dans ce type de procédure, tous les éléments matériels qui seront ensuite exploités par la police technique et scientifique. Et Amine est transporté à l'Institut médico-légal de Paris. Les policiers ont alors la lourde tâche d'annoncer la terrible nouvelle à la famille du jeune homme. Ses proches sont anéantis. Mais malgré la douleur, Katia, sa sœur, reste confiante sur la suite des événements. On sait simplement qu'il y avait énormément de témoins ce jour-là sur les lieux, une cinquantaine. Et donc du coup, au départ, on se dit que les choses sont prises en main et qu'il y aura suffisamment de témoins pour retrouver les auteurs du crime. Mais les circonstances de son décès laissent ses proches dans l'incompréhension. Car le jeune homme n'a jamais baigné dans la violence. Il avait 21 ans, il était en préparation d'un BEP comptabilité et voilà, et c'était quelqu'un de très sociable, très respectueux, enfin voilà, les gens qu'il connaissait ne peuvent en dire que du bien. Pour les habitants du quartier, le traumatisme est d'autant plus important que tout porte à croire que les auteurs du crime résident non loin de là. Bien, tout le monde finalement, semble désigner la communauté des gens du voyage, car certains les ont reconnus, les connaissent, les croisent, les fréquentent. D'ailleurs, certains témoins désignent nominativement un certain Henri. Les policiers décident donc de l'arrêter. Un des individus est immédiatement interpellé parce qu'il y a une description physique qui est faite de lui, qui est assez concordante, et surtout une description qui implique un vêtement particulier qu'on trouve sur lui au moment de son interpellation. Mais l'homme de 37 ans affirme qu'au moment du meurtre, il jouait aux jeux vidéo avec sa fille de 8 ans. Un alibi invérifiable qui ne convainc pas les enquêteurs. Il est donc mis en examen pour homicide et tentative d'homicide et placé en détention provisoire. Il est difficile, voire impossible, avec les jeux vidéo, de dire à quel moment est-ce qu'on a commencé une partie, à quel moment on l'a terminée. On sait qu'à 19h07, la partie se termine. Pour rappel, Amine est mort à 18h40. Mais on sait surtout que la partie a duré 1 heure et qu'on est incapable de dire si elle a été fractionnée dans le temps ou si c'est 1 heure complète sans discontinuer. Pour clarifier la situation, les policiers attendent avec impatience d'entendre Patrice, le rescapé de l'attaque. Mais ils vont se heurter à un mur.
Il est hospitalisé, et gravement parce que lui aussi, on aurait tendance à l'oublier, il a failli y perdre la vie. Donc dans un premier temps, il indique qu'il ne veut pas parler, que ce n'est pas le moment. Car en réalité, Patrice a une toute autre idée en tête. Eh bien, il parlait de vengeance, il voulait se faire justice lui-même. Sorti de prison, il y a seulement quelques mois, Patrice, 31 ans, est bien connu dans le quartier. Il a déjà eu affaire aux forces de l'ordre à plusieurs reprises, notamment pour des agressions. Et il a l'habitude de régler ses comptes tout seul. C'est un quartier parisien dans lequel la violence et la délinquance peut avoir pris sa place au fil des années. Et on a une manière de régler ses comptes qui n'appelle pas forcément de plainte au commissariat ou en tout cas une attente particulière venant de la police ou venant de la justice parce que plutôt que de leur demander de l'aide, habituellement on la craint. Alors, Patrice finira-t-il par se livrer aux policiers? Henri est-il bien mêlé à l'agression? Et si c'est le cas, qui sont ses complices? Dans le 14e arrondissement de Paris, à l'hôpital Saint-Joseph, Patrice se remet peu à peu de ses blessures. S'il refuse toujours de se confier aux forces de l'ordre, la famille d'Amine, en attente de réponse, a bien l'intention de l'en persuader. Mon oncle lui rend visite à l'hôpital et effectivement, il arrive à le convaincre de donner quelques noms. Et donc mon oncle les transmet en fait à la juge d'instruction. Patrice révèle également les détails de l'agression qui a coûté la vie à Amine. Alors qu'ils étaient tous les deux en voiture, ils ont soudainement vu un homme s'approcher d'eux de manière menaçante. Mon frère lui demande « Est-ce que c'est un gitan ?» Il lui répond que oui, et il lui dit de s'enfuir parce que c'est à lui qu'ils en veulent. Donc à ce moment-là, en fait, ça se passe extrêmement vite. Les gitans arrivent de part et d'autre, ils immobilisent le véhicule, l'un d'eux va crever les pneus et sortir en fait Amine du véhicule. Il va recevoir un total de 12 coups de couteau. Voilà, ils se sont véritablement acharnés sur lui. À sa sortie de l'hôpital, sans doute libéré d'un poids, Patrice est auditionné en qualité de témoin par les policiers. Il est entendu à nouveau et s'exprime assez amplement sur les circonstances et là, il donne les noms. Au total, ce sont 6 hommes, dont Henri, qui sont nominativement désignés par Patrice, sans qu'il puisse définir lequel d'entre eux a porté les coups fatals à Amine. Et le rescapé de l'attaque éclaire également les enquêteurs sur l'origine du conflit entre lui et les agresseurs. Dans ce quartier du 14e arrondissement, il y a ces gens du voyage sédentarisés, il y a des Nord-Africains qui vivent ensemble, mais qui s'opposent, pour une partie d'entre eux en tout cas, depuis une dizaine d'années. Patrice avait d'ailleurs déjà été mêlé à une violente agression par le passé. Il y a cette rixe de 98 qui s'est soldée par la condamnation de Patrice à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Et Patrice sort fin de l'année 2003. Alors cette rixe pour laquelle il a été condamné, c'est plus qu'une rixe puisque ce sont des coups de feu qui sont tirés dans une église à l'occasion d'un mariage dans la communauté des Gitans. Alors, est-ce le match retour? J'en sais rien. Toujours est-il que Amine, lui, est totalement étranger à cet univers-là. Car si cette attaque de Patrice contre la communauté gitane n'avait fait que des blessés, il est possible que les personnes visées aient voulu se faire justice elles-mêmes.
C'est une vengeance sur fond de réputation, d'expression de la supériorité et de la force d'une communauté sur l'autre. L'idée, c'est l'un d'entre nous aurait pu être tué, il faut une réponse, et il faut une réponse violente, quitte à enlever des vies. Mais alors, les policiers mettront-ils la main sur les personnes mises en cause par Patrice? Où se trouvent-elles? La famille d'Amine saura-t-elle enfin qui sont les responsables de sa mort? Au quai des Orfèvres, plusieurs mois après la mort tragique d'Amine, l'enquête piétine. Car si grâce à la collaboration de Patrice, les policiers connaissent désormais l'identité des auteurs de l'agression, ils ne parviennent pas à retrouver leurs traces. Seul Henri a été interpellé. Les personnes qui ont été désignées comme étant les agresseurs, les principaux agresseurs, ceux-là sont recherchés par la police, mais ils sont très difficiles à trouver, car ils ont fui. Une fuite orchestrée directement après le drame. Ils coupent leurs lignes téléphoniques dans un premier temps. Les lignes sont coupées à 19h alors que Amine décède à 18h40. Pour la famille d'Amine, il s'agit là d'un aveu de culpabilité. Je me dis que ça confirme que les suspects sont bien les auteurs du crime, puisque pourquoi se seraient-ils enfuis s'ils étaient innocents? En décembre 2004, 6 mois après les faits, un événement inattendu va donner un coup de pouce inespéré aux enquêteurs. L'un des suspects est mis en cause dans une affaire d'usurpation d'identité, ce qui permet aux policiers parisiens de remonter jusqu'au Fuyard. Ils sont partis la plupart dans le sud de la France. Ils utilisent de fausses identités. Et même ils ont changé d'apparence. Ils se sont fait pousser la moustache ou les cheveux de manière à ce qu'ils ne soient pas reconnaissables. Rapidement localisés, les suspects sont placés en garde à vue et transférés à Paris pour être entendus. Leurs empreintes digitales sont alors comparées à celles retrouvées sur la scène de crime. Et pour l'un d'entre eux, cela correspond. Mais pour autant, ils nient catégoriquement les faits qui leur sont reprochés. Ils disent c'est pas nous, on n'y est pour rien, on n'était pas là. Et si on est parti, c'était pas pour se cacher, on sait pas trop pourquoi ils sont partis en fait. Et si on trouve leurs empreintes, c'est peut-être que par hasard un jour en passant dans la rue, j'ai pu passer à côté de cette voiture et la toucher machinalement sans le faire exprès. Tous réfutent donc toute implication dans ce meurtre, même si leurs téléphones ont borné sur les lieux du drame. Il y a le problème du téléphone portable, mais ils habitent dans le quartier, donc leur téléphone portable est puis borné à un endroit ou à un autre. Ce n'est pas un endroit isolé, c'est pas comme un téléphone portable borne en pleine campagne, isolé de plusieurs kilomètres du premier village. On est dans le quartier, donc tous les téléphones portables bornent. Les suspects ont manifestement réponse à tout. Et les policiers n'ont que très peu d'éléments matériels à leur encontre. Ils font donc appel aux différents témoins de la scène pour qu'ils reconnaissent les mises en cause. Le 12 janvier 2005, 8 mois après les faits, une parade d'identification est organisée. Alors là, ça donne étrangement rien parce que, d'une part, le temps est passé, donc les mémoires, aussi humaines soient-elles, ont perdu de leur qualité. Et surtout, on s'imagine qu'une année plus tard, très certainement, on a dû proposer à ceux qui s'étaient exprimés initialement de ne plus le faire. Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas avec quel pouvoir de persuasion. Car pour les parties civiles, il n'y a pas de doute. Les suspects ou leurs proches ont fait pression sur les témoins. D'ailleurs, un étrange événement vécu par Katia semble aller dans ce sens.
On a une personne qui nous a dit écoutez, moi j'ai tout vu et j'irai témoigner auprès des services de police. Eh bien, cette personne s'est volatilisée quelques semaines plus tard et on a fini par la retrouver. Il a été convoqué par la juge d'instruction. Et alors, devant la juge d'instruction, il dira eh bien, ils ont du mal comprendre puisque j'ai simplement vu Amine à terre. Sans l'identification des mises en cause par les témoins de la scène, il ne reste plus aux policiers que le témoignage de Patrice. Mais là encore, il ne semble pas fiable. On ne va pas parler de témoins totalement objectifs, d'autant plus que ce témoin-là, qui était présent dans la voiture, va avoir des versions très différentes. Il va se contredire à plusieurs reprises et pour avoir de conséquences, tant son statut que ses propres déclarations vont rendre très peu crédibles les déclarations qu'il va le faire. Malgré tout, après des mois et des mois d'enquête, les éléments à charge rassemblés contre les 6 suspects semblent suffisants pour qu'ils soient jugés devant une cour d'assises. Ils sont donc mis en examen pour homicide et tentative d'homicide et placés en détention provisoire. Eh bien, on se dit que notre combat n'a pas été vain et qu'on arrive enfin à l'issue de l'instruction. On se dit que forcément, on aura droit à un procès. Alors, la famille d'Amine obtiendra-t-elle enfin réparation pour sa terrible perte? Aura-t-elle l'occasion d'être confrontée aux agresseurs lors du procès? Elle ne le sait pas encore, mais un imprévu va venir tout remettre en question. À Paris, après la mise en cause des principaux suspects, un événement inattendu vient bouleverser le cours de la justice. La juge d'instruction en charge de l'affaire est subitement destituée. Pour une bonne administration de la justice, ce juge d'instruction a été déchargé de la procédure et un nouveau juge d'instruction a repris la machine en route. Et quelques temps plus tard, on a assisté à la notification de l'ordonnance de non-lieu. Pour la famille d'Amine, c'est la désillusion. On l'apprend par nos avocats. La juge d'instruction qui a géré le dossier pendant toutes ces années était confiante sur le fait que notre affaire irait aux assises. Donc pour nous, ça a été un véritable coup dur. La juge d'instruction qui a repris le dossier a donc estimé que les éléments à charge n'étaient pas suffisants pour obtenir un procès. Pour les avocats de la défense, cette issue semblait évidente. Le non-lieu, ça signifie pas on n'a pas de preuve. Le non-lieu, ça signifie on n'a pas de charge. Et on n'est même pas au niveau de la preuve. On n'a pas de charge, on ne peut même pas envisager de vous envoyer devant une cour d'assises ou devant un tribunal parce qu'on n'a pas les éléments pour cela. Un avis que ne partagent pas les nouveaux avocats de la famille d'Amine. Les charges étaient très largement suffisantes, à tel point que le Conseil, à l'époque, a fait appel d'ailleurs de l'ordonnance de non-lieu. Je suis peut-être un très mauvais avocat, mais dans 99% des dossiers, avec des charges de ce niveau-là, les gens, au minimum, comparaissent devant la cour d'assises. Mais en décembre 2008, la Chambre de l'instruction, chargée de l'appel, ordonne également un non-lieu, et ce, contre l'avis du parquet. Une nouvelle déception pour les parties civiles. En fait, on a eu véritablement le sentiment d'avoir fait un maximum de choses et malheureusement, à l'issue de ce combat, lorsque malgré tous ces éléments, on obtient ce non-lieu, c'est-à-dire qu'en fait on nous refuse un procès, on est juste à bout et voilà, on a eu le sentiment d'avoir vraiment fait notre maximum, donc ça s'arrête là, tout simplement. Durant des années, la famille d'Amine vit avec ce poids sur les épaules. Jusqu'à ce qu'en mai 2017, près de 13 ans après les faits,
Katia décide de relancer son combat judiciaire. J'ai tout d'abord contacté Roger-Marc Moreau, criminaliste, pour avoir son avis un peu sur le dossier. Et lui a cru en mon combat et c'est la raison pour laquelle je me suis également entourée de 2 avocats qui m'ont recommandé de poursuivre mon combat pour faire réouvrir le dossier et espérer obtenir un procès. Mais alors, Katia a-t-elle une chance de faire réouvrir le dossier? Parviendra-t-elle à mettre en avant de nouveaux éléments? Et surtout, le temps et les progrès techniques et scientifiques permettront-ils de faire enfin la lumière sur cette affaire? À Paris, en mai 2017, soutenue par ses avocats, Katia s'apprête à relancer l'affaire. Par chance, les progrès techniques pourraient permettre à certains scellés d'en dire plus et peut-être de fournir des preuves irréfutables, tant attendues. À l'époque, en fait, il y a une empreinte partielle qui n'a jamais été identifiée et que si l'on soumettait en fait au fichier national, on pourrait peut-être espérer identifier. Il y a également les bandes de vidéosurveillance qui à l'époque n'étaient pas exploitables car trop floues. Donc avec ces éléments, on espère effectivement qu'il sera possible d'avancer pour la vérité. Les avocats de la sœur d'Amine sont donc pleins d'espoir et souhaitent la réouverture de l'enquête sur la mort du jeune homme, afin que justice soit rendue. À ce stade-là, nous sollicitons la réouverture de l'information sur charge nouvelle. Seul le parquet général peut décider de cette réouverture de l'enquête, de l'instruction. Nous ne pouvons pas le demander officiellement. En revanche, nous pouvons le suggérer par le biais d'observations, notamment sur les éléments nouveaux dont nous disposons. Bien que la procédure puisse prendre un certain temps, les conseils de la sœur d'Amine sont optimistes quant à l'issue de leur démarche. Nous sommes confiants parce que finalement vous avez un meurtre odieux qui est resté impuni. Vous avez des éléments lourds contre un certain nombre de personnes qui vont encore s'alourdir par les recherches qui vont être faites si jamais l'instruction était rouverte. Aujourd'hui, Katia attend avec impatience de savoir si une réouverture de l'instruction sera décidée. Ce serait pour elle l'aboutissement d'un long et douloureux combat. Mais une chose est sûre, elle ne baissera jamais les bras. C'est juste pas concevable qu'en fait on ait des meurtriers dans la nature. On a tué Amine. Et il n'y a eu aucun inculpé, aucun condamné. C'est pas concevable en fait. Pour nous, pour faire notre deuil, même si effectivement les années passent, pour nous c'est une nécessité de connaître la vérité et de voir en fait les meurtriers de mon frère condamnés, tout simplement.